Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers membres de la chaire UNESCO, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre des webinaires organisés par la chaire UNESCO Éducation et Santé. Sans plus attendre, débutons ce webinaire. Professeur Saboga Nunes, première question. Nous sommes désormais passés d'une approche qui préconisait d'inclure la santé dans tous les politiques à une approche qui tend vers l'inclusion de toutes les politiques pour la santé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un bilan et nous dresser les enjeux au niveau européen de l'approche la santé pour toutes les politiques, Health in all policies. Professeur Saboga Nunes. Merci bien, Karine, pour cette opportunité pour échanger certaines idées qui sont un peu à la tête de certains questionnements qu'aujourd'hui on se fait au niveau de la poursuite des objectifs de l'humanité, si vous voulez, ce qui est aujourd'hui central dans le bien-être d'un être humain. Et je pense que la thématique, elle est assez vaste pour qu'on puisse la saisir dans les minutes qui suivent. Donc, je vais essayer d'être aussi synthétique, mais j'aimerais bien que les participants puissent intervenir dans la mesure du possible, de façon à ce qu'on change un monologue dans un dialogue. Je vais aussi partager mon écran pour qu'on puisse aussi regarder un petit peu quels sont les fondements où on pense qu'ils sont fondés, les questions centrales de ce questionnement. Juste pour rappeler un petit peu de quoi on parle, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle a défini la santé dans toutes les politiques comme une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche les synergies et qui en évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Chacun de ces mots, si vous voulez, chacun de ces concepts qu'on trouve ici, ils sont vraiment des défis qu'aujourd'hui on essaie de faire le mieux ménage, si vous voulez, de façon à pouvoir arriver à une idée que pour moi, je ne sais pas si on est absolument sûr de pouvoir la soutenir. Cette idée qu'on trouve depuis la fondation de l'Organisation mondiale qui est aussi la base de la discussion qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que le concept lui-même de santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et la santé ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité, reste aujourd'hui quelque chose qui nous mène à questionner l'argument de la durabilité sociale avec ce concept. C'est-à-dire, comment c'est possible d'avoir un état complet de bien-être physique, mental et social, alors que la plupart des pays n'ont même pas arrivé à faire le contrôle de l'absence de la maladie et de l'infirmité. Et donc, si vous voulez, on commence ce voyage en 1948 avec la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, avec une idée, avec un objectif qui n'a pas été possible de faire parvenir l'humanité et de l'autre façon, la référence par laquelle on essaye d'arriver à cet objectif reste aujourd'hui un mirage. Alors, l'Organisation mondiale de la santé elle-même a compris que quelque chose manquait dans ce voyage et en 1978, l'Organisation mondiale de la santé, elle convoque les gens pour la conférence de Alma-Ata et la santé, elle est vue comme un devoir social. Et il y a des nouvelles orientations pour les politiques de santé qui sont partagées. Et parmi ces orientations, il y a l'engagement des citoyens qui est vu comme central, la question de l'intersectorialité, qu'on va retrouver justement dans cette définition qu'on vient de partager avec vous, et puis l'idée des soins primaires de santé. Et donc, conférence après conférence, si on veut suivre cette ligne des différentes conférences de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une conscience qui s'est accrue et
Et cette conscience, elle s'est développée en 86 avec la déclaration d'Ottawa, et puis en 1988 avec la recommandation d'Adelaide sur les politiques publiques de santé, et puis en 97 et en 2006, 2008, 2011. Donc, il y a plusieurs repères qu'on peut trouver dans l'histoire récente, comment les opportunités en action sur les déterminants sociaux de la santé par le biais de la santé dans toutes les politiques a été conçue. Et cette conception, elle, si vous voulez, d'une façon assez particulière, a été reprise dans le concept de la construction de l'Union européenne. Et donc, le traité de Maastricht, en 1992, voit la santé et les exigences en matière de protection de la santé comme une composante centrale des politiques de la communauté. Et l'intégration de cette conception à l'intérieur même du traité de Maastricht, elle veut marquer une marche, une direction très précise. Quelques années après, avec le traité d'Amsterdam, a été révisé cet article et on précise alors qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la communauté. Donc, la santé, elle devient d'une certaine façon centrale pour l'élaboration des politiques et des actions que la communauté veut entreprendre. Quelques années plus tard, le traité a consacré à la santé, et on parle du traité d'Amsterdam, les compétences de l'Union en matière de santé de façon à ce qu'avec le traité de Lisbonne, on puisse trouver des principes généraux qui vont guider l'action de l'Union. Et il est dit dans la définition et la mise en œuvre de ces politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à un niveau élevé de protection de la santé humaine. Et c'est intéressant de voir comment la santé, elle est donc traitée, ou si vous voulez, inclus dans ces principes généraux, et la protection de la santé humaine, elle est centrale dans ces objectifs. Finalement, on a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est proclamée dans l'année 2000 et elle transforme le principe en droit en y consacrant son article 35. Cette transformation, elle est vraiment critique parce que transformer le principe en droit et faire que les États membres ils puissent accepter de transférer dans sa législation nationale le droit de la protection de la santé, qui est consacré dans l'article 35, fait justement changer beaucoup de politiques internes dans les États membres et les principes juridiques vont accompagner une série d'instruments qui sont destinés justement à la mise en œuvre de cette transformation. Ce qui est de mettre en relief ici, c'est que peut-être la santé, elle n'est pas vraiment la question centrale en elle-même, et surtout si on pense à la santé dans la conception de 1948 comme un état de bien-être total, complet. La santé, elle commence à être, si vous voulez, utilisée comme un argument de la légitimité démocratique de l'Union européenne. Et c'est intéressant de voir qu'au cœur des débats et des préoccupations européennes, encore aujourd'hui d'une façon assez prenante, on a cette situation du déficit démocratique. Donc, la santé, elle commence à être vue, pas en soi comme un enjeu pour les services de la Commission, qui sont chargés de la santé, mais comme une préoccupation centrale du centre même de la décision à la Commission. Et donc, la Commission européenne, elle utilise, si vous voulez, la santé comme un argument de légitimité démocratique de l'Union européenne. Et donc, les services de santé de la Commission, elles vont faire un cadrage de l'approche des politiques multisectorielles et la mise en place d'une politique européenne de santé
va être un outil de légitimation démocratique de l'Union européenne elle-même. Donc, la santé, elle pouvait apparaître comme une politique utile à l'existence même de l'Union européenne, et la Commission va déployer toute une rhétorique à travers laquelle elle fait parler le citoyen. C'est intéressant de voir comment tout ce procès est mis en place. La Commission, elle veut être consciente, ou au moins communiquer quelles sont les préoccupations et quels sont les souhaits du citoyen. Et pour le faire, la Commission va faire parler le citoyen par l'intermédiaire des sondages Eurobaromètre que vous connaissez tous. C'est intéressant de voir que ces sondages très particuliers de l'Union européenne, elles sont une forme de savoir qui est presque scientifique, puisque les sondages, elles sont obtenues en respectant une méthodologie scrupuleuse et elles peuvent, d'une certaine façon, s'apparenter à des données probantes. Donc, la Commission, en faisant appel à cette technique pour pouvoir cibler et comprendre et véhiculer les préoccupations et les souhaits des citoyens, d'une certaine façon, elle va utiliser la santé dans un métadiscours qui va prendre en compte que la santé pour l'Union est une intervention au service de l'Union, plus exactement au service de la légitimité de l'Union dans cette crise de légitimité démocratique de l'Union européenne. Et c'est intéressant cette pensée d'un des leaders de l'Union européenne quand il dit en 2002, en effet, nos citoyens nous disent que l'Union européenne ne doit pas seulement se préoccuper du meilleur marché, de règles inaltérables, de relations internationales stables, d'emploi et des finances publiques durables. Ils nous disent, donc les citoyens, qu'il ne peut pas y avoir d'Europe sans une Europe de la santé. Et donc, cette interface que la santé, elle gagne avec la politique européenne, on pourrait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'Europe sans santé, il n'y a pas donc de santé sans l'Europe. Et donc, ce sont deux composants d'une même réalité. Et la plupart des sondages Eurobaromètre qui sont publiés aujourd'hui par la Commission, elles sont donc l'objet de porter la connaissance des mesures adoptées par l'Union européenne dans le domaine de la santé. Elles ne vont pas viser principalement à atteindre des objectifs des politiques concernées. Ils sont avant tout des outils de communication tournés vers des cibles institutionnelles pour qu'elles aident à garantir la légitimité démocratique de l'Union européenne. Donc, ceci dit, on pourrait juste donner un ou deux exemples qui sont en quelque sorte très proches de nous aujourd'hui avec la crise de la COVID-19, tous expérimentaux. Et si on recule quelques années, le sondage Eurobaromètre sur la grippe aviaire en 2006, c'est intéressant de remarquer comment les résultats de ce sondage, qui ont fait de gros titres et qui ont été résumés dans plusieurs publications, mais si on prend en compte la publication de 2006 de Health and Consumer Voice, qui c'est une revue d'information de la DG Sanco, c'est intéressant de remarquer, et faisons la méta-analyse, intéressant de remarquer comment la communication de la Commission se fait. Et je vous lis. Cette enquête montre que les Européens sont bien informés en ce qui concerne la grippe aviaire et qu'ils font confiance à leurs autorités nationales et à l'Union européenne pour la combattre. Donc, voyez-vous la légitimité démocratique du discours. Voici les principales constatations de l'enquête. 77% savaient que la législation communautaire imposait dans les zones à risque le confinement de la volaille dans les locaux fermés. Et 78% étaient au courant des restrictions décrétées par l'Union pour les importations en provenance des pays tiers où la maladie s'était déclarée. 71% savaient que la législation communautaire prévoyait la définition autour des régions contaminées d'une zone de protection de 3 km, elle-même circonscrite dans une zone de surveillance de 10 km. Alors, soyons réels dans cette analyse.
comment c'est possible que les citoyens européens ils sachent aussi bien sur la législation européenne qu'on puisse parler de ces chiffres comme on les voit ici. Donc, pour améliorer l'efficacité du contrôle des épidémies de grippe aviaire, est-ce que c'est crédible que le commun des mortels connaisse ces objectifs comme ça, avec ces chiffres? Évidemment, je ne suis pas à mettre en question les chiffres qu'on vient de partager, mais c'est de toute façon très intéressant de voir comment la logique institutionnelle, elle est derrière même l'argument de la légitimité démocratique de l'Union européenne pour parler aux institutions de ce que les citoyens européens ils veulent et ils aspirent. Donc, montrer que les citoyens sont intéressés et informés et qu'une activité européenne n'entraînant pas suffisamment la santé serait très dommageable à la légitimité de l'Union, c'est une stratégie qui a été conçue et cette stratégie a été développée de façon à garantir que la légitimité démocratique de l'Union européenne n'est pas mise en cause. Donc, en retournant en arrière, quand l'Organisation mondiale de la santé, elle définit justement la santé dans toutes les politiques, on pourrait dire que c'est la politique dans toutes les questions de la santé qui est mise en place. Donc, cette approche, elle est intersectorielle, on vient d'avoir un exemple. Les politiques publiques, elles sont soumises aux citoyens européens et l'Union européenne, elle espère que les citoyens puissent se reconnaître dans ces politiques comme argument suffisamment fort pour garantir l'acceptation de ce que c'est l'idée européenne d'une unité des pays européens. Et puis, il y a toutes ces conséquences sanitaires des décisions qui sont évaluées de façon à donner un visage démocratique à ce qui sont les grands défis actuels au niveau de l'Union européenne. Donc, la santé dans toutes les politiques, finalement, elle est une façon de créer ces synergies pour éviter que les conséquences néfastes pour la santé puissent être ressenties par les citoyens, pour les citoyens. Néanmoins, il y a ici une question, et je vais m'arrêter ici pour donner suite à notre discussion. Il y a une question ici que je pense que c'est vraiment à tenir en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la santé de la population et l'équité en santé? Donc, on a ici deux concepts qui sont intégrés dans cette notion de la santé dans toutes les politiques qu'il vaut bien tenir compte et on va y revenir à la suite de cette rencontre, je jure, puisque ces deux questions, elles sont à la base des réflexions qu'on fait aujourd'hui sur la santé dans toutes les politiques. Merci bien. À toi. Merci, professeur Sabouga Nunes, pour cette première intervention. Merci pour ce détour historique qui, d'ores et déjà, donne beaucoup d'éléments de compréhension par rapport à ce sujet. Et puis, merci également pour les exemples concrets. Donc, les questions, elles sont assez nombreuses. Celles qui reviennent le plus souvent, vous ne serez pas surpris, professeur, c'est celles qui sont liées au Covid. Et donc, je vous propose de vous adresser du coup une question plus spécifiquement, bien évidemment, liée à l'actualité. De votre point de vue, cher professeur Sabouga Nunes, comment la survenue du Covid-19 finalement questionne le concept de santé dans toutes les politiques, selon vous, à l'échelon de l'Union européenne, justement, et puis au regard de votre expérience en tant que président de la section européenne de UFA, de la promotion de la santé, comment cette question du Covid, finalement, est venue interpeller ce concept de la santé dans toutes les politiques, la politique dans toute la santé? Merci beaucoup. C'est vraiment la question critique. Et je pense qu'on aurait des heures et des heures pour en discuter en profondeur tout ce qui est impliqué dans cette question. Je vais peut-être juste énumérer quelques idées qu'on peut après en discuter plus en profondeur pour donner place aussi à d'autres questions. D'abord, la question du COVID-19, elle a mis en relief combien la promotion de la santé, elle est loin d'être prise en compte
dans le contexte européen de la santé. Numéro 1. Numéro 2, cette question a aussi mis au clair de la lune, si vous voulez, elle a fait mettre le doigt dans un des problèmes centraux de ce qu'aujourd'hui on appelle l'efficience et l'efficace des systèmes de santé. Pardonnez-moi si les mots sont les corrects, efficience et efficacité. Efficacité et efficience. Donc, parce qu'au fur et à mesure que ces dernières années, et on parle surtout de la crise 2008-2009, a touché différents pays de façon différente, on a augmenté, si vous voulez, la capacité, on a demandé au système de santé d'être beaucoup plus sévère avec la façon dont il délivre les soins de santé, de façon à ce que le gaspillage, soit dans les ressources humaines, soit dans les différentes composantes de ce qu'on pourrait parler dans le système de santé, et puisse être contrôlé, mieux contrôlé. Et donc, on a augmenté beaucoup l'efficacité des systèmes. Et en augmentant l'efficacité des systèmes, avec l'arrivée de la COVID-19, on a trouvé justement que ça, ce n'était pas une garantie pour que le citoyen européen puisse voir ses besoins face à la maladie, ses besoins d'être satisfaits. Et donc, on trouve ici une leçon très, très compliquée, mais aussi, si vous voulez, très, très sensible. Parce qu'en augmentant l'efficacité, on réduit la capacité de réponse à une pandémie, par exemple. Parce que tous les systèmes sont en train de fonctionner à la limite. Et donc, ils demandent, avant même que la pandémie a commencé, ils étaient en train de demander le plus qu'ils pouvaient demander à tous les professionnels de santé. Donc, il n'y avait pas ici une marge pour faire face à ce qu'on a vu atterrir dans les pays européens. Mais ceci, justement, vient relever une autre chose fondamentale. C'est que, puisque la promotion de la santé, elle était loin des préoccupations, même de la Commission, et je vais en revenir tout à l'heure sur ça, puisque la promotion de santé, elle était loin, et on ne parlait que de la maladie, et on ne parlait que de la perspective hygiénique, la perspective de prévention de la maladie, et puisqu'on a laissé de côté les questions vraiment centrale de la santé, on a subi les conséquences qu'aujourd'hui on est en train de voir. Donc, je pense qu'il y a ici une leçon très, très importante qu'on peut apprendre, justement, où on voit que la façon dont on fait le ménage des politiques dans la santé et la santé dans les politiques mérite une réflexion beaucoup plus profonde du point de vue de la promotion de la santé. Merci, cher professeur. Merci à toutes et à tous d'ores et déjà pour vos questions. Donc, cher professeur, on vous propose de passer à la seconde question de ce webinaire. Selon vous, et à partir des résultats scientifiques et contenus de votre expérience, quels sont les nécessaires repères et modèles pour orienter et guider les politiques en santé? Donc, en continuant et en prenant donc cette question, j'aime bien faire le début avec une pensée qui me touche particulièrement de Boaventura Sousa Santos, un sociologue qui nous dit que nous avons des problèmes modernes pour lesquels il n'existe aucune solution moderne. Et je pense que ceci, c'est très vrai par rapport à ce qui est notre discussion cet après-midi. Et c'est pourquoi je voudrais bien la poser en fonction de deux paramètres. Le paramètre d'où on vient, unde venes, et le paramètre où veut-on aller, quo vadis. Parce qu'on est ici en train de faire le ménage de trois questions fondamentales au niveau de la durabilité. La durabilité environnementale, la durabilité sociale et puis la durabilité culturelle. Et vraiment, si on prend encore cet exemple de la COVID-19, on voit comment on a ici une question d'intersectorialité vraiment très pressante. On a le problème à cause de la durabilité environnementale. Il n'y a pas de doute aujourd'hui. Et puisqu'on est en train de faire la gestion de toute cette crise,
on a mis en cause la durabilité sociale, elle est mise en cause surtout au niveau de plusieurs souches de la société, et la capacité de faire la gestion de tout ça est un défi énorme pour les politiques de santé et politiques actuelles au niveau de l'Union européenne. Et puis, il y a cette question de la durabilité culturelle où la tolérance et le pluralisme va avoir une expression très, très particulière. Maintenant que les vaccins sont en train d'arriver dans les différents pays européens. Voilà jusqu'où la discussion de la tolérance et le pluralisme va être non seulement très tendue, mais aussi elle va mettre en cause cette question fondamentale de la politique européenne qui est d'affirmer la démocratie comme un enjeu fondamental. Juste pour vous rappeler, la promotion de santé, et donc en faisant ici appel à ce que je viens de dire, parce que la promotion de la santé, elle est presque absente de la situation actuelle, et elle verse sur des politiques saines, des environnements favorables, le renforcement de la relation communautaire, des compétences personnelles, et puis il y a un cinquième détail quand on parle de promotion de la santé, c'est la réorientation des services de santé. En effet, on a besoin de penser à cette question d'une façon très particulière, et l'exemple de la COVID-19, elle est là pour nous aider à le cerner. On a vraiment, c'est le moment de questionner comment les services de santé fonctionnent et de les réorienter. Mais pour faire cette réorientation, pour faire ce questionnement, on doit se permettre de se demander d'où vient-on, quels sont les repères qu'on a eus pour faire les services de santé avoir le comportement qu'ils ont actuellement et pourquoi et comment on est arrivé à ce moment de l'histoire, non seulement du monde, mais de l'Union européenne. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous inviter à cette discussion dans un domaine pour moi très, très sensible. Justement, je rappelle, la question c'est, OK, on doit réorienter les services de santé, mais comment le faire? D'où partir? Quel est le paradigme? Quelles sont les idées fondamentales pour faire ce questionnement? Je pense que vous êtes tous familiarisés avec le film Aviateur de Albert Hughes, où il y a cette très, très illustrative situation de la théorie microbienne qui oriente encore aujourd'hui les services de santé. La théorie microbienne, elle nous dit que ce n'est pas bien d'avoir des germes près de nous. Et on voit dans ce film, justement, qu'est-ce que Albert Hughes, il a construit dans sa tête comme représentation sociale de cette libération des germes dans tout son style de vie. Je vous invite à voir ce film, surtout quand il se met dans son appartement à New York, fermé, avec pressurisation négative pour ne pas être en contact avec des germes. C'est un exemple très, très intéressant comment la médecine moderne et la microbiologie moderne fonctionnent aujourd'hui. Et aussi, c'est un exemple très intéressant pour regarder la réponse, comment les systèmes de santé se sont organisés pour, par exemple, faire face à la pandémie. Et c'est vrai que la théorie microbienne, elle nous a conduit à des grandes innovations, comme par exemple la pratique de l'hygiène préventive. Mais elle a ouvert la porte à une série de problèmes qu'aujourd'hui, on doit vraiment considérer très, très particulièrement. Il aurait une autre façon de regarder à l'organisation des services de santé et de la santé elle-même, et des questions qui concernent la santé, par la conception mécaniste de la santé. Je vais être très synthétique à cela. Mais tout le système qu'on a aujourd'hui monté autour de la maladie, il est conçu pour le bon fonctionnement du corps. Et donc, l'accomplissement normal des lois de la physique mécaniste, elle est là pour nous garantir qu'on est en pleine santé. C'est seulement que la santé, quand elle est vue comme une disposition des parties, et donc avoir la santé, c'est que ces fonctions puissent fonctionner d'une façon parfaite dans ces différents organes, ce qu'on trouve,
c'est qu'avec cette conception mécanique de la santé, il y a toute une série de conséquences qui sont mises sur les systèmes. Et ces conséquences ont demandé des changements et des adaptations qui en est bien loin d'avoir achevé avec l'évolution des systèmes de santé aujourd'hui, soit en Europe, soit dans la plupart des pays du monde. On parle du concept de homéostasie, que c'est le concept fondamental pour comprendre la conception mécaniste de la santé. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne soit pas inclus dans le système homéostasie. Et ceci veut dire qu'on est malade quand on n'est pas en équilibre. Et donc, être en équilibre, c'est fondamental pour être bien. Le problème, c'est que cette conception mécaniste de la santé, elle a provoqué un essor de demande, un essor de besoins qui sont loin d'être satisfaits. Et donc, ils sont en train de mettre en cause la durabilité de nos sociétés parce que ce n'est pas possible de garantir la homéostasie des systèmes. Et pour terminer, je voudrais juste ici faire appel à un détail de la loi de la vie. Donc, la théorie mécanique nous dit que s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de santé. Et donc, la maladie, c'est la conséquence de la faute, le manque d'équilibre entre les organes. Eh bien, notre corps, il ne fonctionne pas basé dans l'équilibre. Notre corps, il fonctionne basé dans un système de non-équilibre. Et je vous rappelle ici les pompes métaboliques qui assurent le transport des molécules et des ions à travers des membranes biologiques. Tout le monde a entendu parler du transport actif qui nécessite d'énergie pour s'activer. Et si vous vous rappelez bien, le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration. Donc, le transport actif, c'est la loi base de la cellule vivante. Et elle se fait par le garant, par la garantie que le corps, les systèmes organiques, ils établissent le non-équilibre. Le non-équilibre, c'est la base de la vie. Mais nos systèmes de santé, ils veulent nous faire croire que c'est dans l'équilibre qu'on va trouver la santé. Et donc ici, une mise en œuvre d'un paradoxe et d'une mission impossible. C'est un peu la mission impossible de 1948 quand on nous demande d'avoir la vision du complet bien-être mental, social, physique, et non pas seulement l'absence de la maladie et de l'infirmité. On est aussi là avec le système mécanique qui est à la base du développement actuel de toute l'approche à la maladie. On est ici devant un objectif qui c'est impossible d'accomplir. On ne peut pas avoir de l'équilibre. L'équilibre, c'est quand on nie la vie. La cellule, elle est morte quand elle entre en équilibre avec son milieu. Et la loi des pompes métaboliques, elle est là pour nous rappeler que souvent, on démarche avec des idées qui ne sont pas nécessairement celles qui mieux servent à ce qu'on pourrait parler de la durabilité dans la santé, dans les questions de la santé. Et il y a aussi un autre topic que je pourrais introduire plus tard si on a le temps, c'est le topic justement pour construire ce changement des systèmes de santé. Et la question c'est, on part d'où, on vient d'où pour faire le changement? C'est le topic de cet acharnement. Quand on parle de système de santé, en effet, on n'est pas en train de parler de système de santé, on est en train de parler de système de maladie. Et on n'a pas des systèmes nationaux de santé, on a souvent des systèmes nationaux de maladie où les ressources des pays sont utilisées non pas pour créer la santé, non pas pour faire la santé, mais pour combattre la maladie et l'infirmité. Et donc, le changement de perspective, il est urgent si vraiment on veut comprendre une société durable dans l'actualité. Merci, professeur Sabouga-Nunes, pour votre point de vue sur cette deuxième question. Madame Ivasenko, est-ce qu'il vous est possible de partager les réponses des participants en lien donc avec la question? Je rappelle la question. Selon vous, quels sont les leviers à utiliser? Quels sont les leviers qui sont favorables au développement des politiques
de promotion de la santé. Je vous invite, donc, tout comme nous, à prendre connaissance de ce nuage de mots. Donc, on voit que d'ores et déjà, parmi les mots-clés qui émergent, on voit d'ores et déjà le mot-clé autour de l'intersectorialité, la coordination. On voit également la question citoyenne, donc sûrement en lien avec la participation. On voit comment la participation est au cœur du coup de votre réflexion à l'heure actuelle. La question également, bien évidemment, de l'équité, du lien avec l'environnement. Cher professeur Saboga Nunes, quelle réaction par rapport à ce nuage de mots et là aussi, votre positionnement par rapport au fait que les participants, vous avez vu là aussi, place finalement la participation comme étant au cœur et comme étant un levier central pour soutenir et développer des politiques de promotion de la santé. Ceci est très intéressant parce que ça nous donne une image réelle de ce qui est le concept de citoyenneté dans le contexte européen actuellement. Le citoyen n'est plus celui qui est l'objet de droit, il n'est plus celui qui est l'objet d'action du gouvernement. Le citoyen, c'est celui qui participe, c'est celui qui a les mains dans la masse pour faire le pain. Et donc, la capacité que ce citoyen a de sentir qu'il participe, c'est finalement la clé pour regarder un citoyen qui se sent bien dans sa peau et en même temps qui voit sa participation être acceptée par ceux qui font la gouvernabilité de la société. Je pense qu'il y a aussi une intéressante perspective ici parce que la question de la coordination, elle devient aussi très, très centrale dans ce mot de clé. La coordination, elle est faite à partir de quoi? Elle est faite à partir d'une négociation. Et la négociation, elle est ancrée où? Elle est ancrée dans l'idée de la durabilité sociale. Et comment on regarde justement cette capacité, cette permission qu'on donne à nos gouvernements pour coordonner des actions qui ont comme objectif le bien-être de ces citoyens. Et donc, il y a un contrat social qui doit s'établir pour que la coordination puisse arriver. Et je pense que la réflexion sur le contrat social est aujourd'hui très, très critique. Les conditions de nos sociétés ont changé et on a besoin d'un nouveau contrat social. Et ce contrat social, non seulement il nécessite une participation très active du citoyen, mais il remet en cause la traditionnelle action de ceux qui font la gouvernation. Et c'est très, très intéressant donc que ce mot, il arrive ici avec cette importance. Merci pour votre participation active, là également à travers ce WooClap. Nous arrivons dans la dernière phase du coup de ce webinaire. Autour de la troisième question, on vous propose maintenant de nous tourner vers l'avenir. Et puis, cher professeur Saboga Nunes, on vous invite à répondre à la question suivante, compte tenu bien évidemment également de votre casquette de président de la section européenne de promotion de la santé. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour le futur en matière de politique et quels seraient donc les axes prioritaires pour finalement développer et contribuer au développement de pratiques intersectorielles renouvelées en promotion de la santé? Et vous l'avez vu également que l'intersectorialité figurait bien également parmi les termes clés mis en avant par les participants de ce webinaire. On vous donne la parole pour ce dernier temps de présentation. Merci bien. Et donc, j'aimerais faire une réflexion à propos de cette question en deux étapes. D'abord, qu'est-ce que le futur nous réserve? Je pense qu'il est urgent de faire une réflexion au niveau de la construction sociale que nous avons achevée avec nos sociétés. Il y a un problème fondamental entre le modèle démocratique et l'équité, l'idée de l'équité. Comme vous le savez, la démocratie, les sociétés démocratiques, elles sont fondées sur le principe d'égalité, fraternité, liberté. Il y a une tension énorme
entre l'idée de la promotion de santé qui est basée sur le principe fondamental de l'équité et puis les sociétés démocratiques qui sont basées sur le principe fondamental de l'égalité. Et donc, égalité et équité ne sont pas les mêmes choses. Et les citoyens, aujourd'hui, dans les pays démocratiques, ont de la peine à accepter le principe de l'équité. Et sans le développement du principe de l'équité, je crains que le futur, il sera sombre, surtout quand on pense aux questions du développement social, de la durabilité sociale de nos sociétés. Il y a aussi une idée fondamentale que j'aimerais mettre en question, et cette idée, elle a à faire avec la façon dont on conçoit l'être humain lui-même. Et là, je ne peux pas trop m'attarder à ça, mais juste pour vous dire que je questionne fondamentalement cette idée que les plus aptes sont ceux qui vont survivre. Les questions de la distribution de ressources est aujourd'hui une des questions fondamentales pour la survie de nos sociétés. Et dans cette distribution de ressources, si on insiste sur l'idée que les ressources sont à distribuer de façon équitative ou égalitaire, comme vous le comprenez bien, on aurait ici une différence fondamentale dans la façon dont les ressources sont alloquées aux populations. Et il y a aussi un autre défi particulier que je trouve qu'on ne peut plus continuer à juste ne pas en tenir compte. Vous voyez, le commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire de l'Europe, il a dit l'année passée, les enquêtes et les débats dans toute l'Europe ont montré que la santé constitue l'une des principales priorités pour les citoyens européens. Je me réjouis tout particulièrement de voir que la promotion de la santé et la prévention des maladies obtiennent enfin l'attention dont elles ont besoin. Ceci a été dit l'année passée. Eh bien, si vous cherchez un petit peu dans les documents et dans ce qui a été fait au niveau des politiques de promotion de la santé au niveau des pays européens, de l'Union européenne, vous allez trouver que quasiment il n'y a rien, ou très peu. Et ceci nous aide aussi à cibler mieux comment les défis du futur se posent. Vous voyez, seulement 2,8% de toutes les ressources financières de la santé est destiné à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie. Pardon. Donc, on ne sait même pas, au niveau de l'Europe, combien on est en train de mettre au niveau de la promotion de la santé. Et des pays comme le Portugal et l'Espagne, ils ont moins de 2% attribués dans ces domaines. Donc, il est remarquable de regarder que 80% des dépenses en santé, ou de l'argent qui est mis dans le cadre de la santé, il est destiné au traitement des maladies, de la maladie. 80%. Et 13% pour les soins à long terme et 3% pour l'administration du système de santé. Vous voyez, on met plus d'argent dans l'administration du système qu'on met dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Donc, ceci est un des grands défis du futur. Et je pourrais donner des exemples où on voit justement combien peu les différents pays aujourd'hui en Europe, ils sont préoccupés à alloquer des fonds pour faire justement ce qu'on trouve être fondamental pour mener à bien les crises actuelles. Et donc, c'est dans ce cadre de défi, et je vous ai donné juste 2-3 exemples, que l'European Public Health Association s'est engagé à faire expliciter les consignes de durabilité au niveau de la santé par le moyen de la promotion de la santé. Nous sommes actuellement 4000 membres au niveau de la section de promotion de la santé à EOF. Juste pour vous dire que quand je suis arrivé dans cette aventure,
dans la principale conférence de santé publique, il n'y avait même pas un track, donc une attribution à la promotion de santé dans toute la conférence. On était dans une conférence du niveau excellent au niveau de l'Europe et du monde. Et donc, pendant les dernières années, on a essayé de mettre la promotion de la santé à nouveau dans l'agenda. Et un exemple qu'on peut partager avec vous, c'est justement notre déclaration au niveau de la COVID-19. C'est une réflexion que vous pouvez vous procurer. Elle est disponible dans les différents websites. Et nous avons démontré qu'avec une perspective d'intersectorialité, on pouvait avoir un regard nouveau, un regard différent sur la pandémie. Et avec ce regard centralisé dans la promotion de la santé, on pourrait probablement avoir une conséquence différente au niveau de ce qui est en train de se passer de nos jours. On est très critique au niveau de ce que se fait aujourd'hui en Europe, puisque, comme vous voulez, il n'y a presque pas d'action de promotion de santé. Au moins, il n'y a même pas un rapport qui puisse nous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait, puisque les ressources sont envoyées pour la prévention de la maladie et pour les soins curatifs. On a initié donc un système de communication plus actif avec notre compte Twitter que vous pouvez souscrire. Et donc, on pourrait ici énoncer plusieurs défis, mais je pense aussi que le temps, il n'est pas aussi large qu'on le voudrait. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, au niveau de EOFA, notre objectif central, c'est de ramener la promotion de la santé dans l'agenda européen et avec cette perspective, apporter les contributs que la promotion de la santé elle peut donner dans le moment critique qu'on vit aujourd'hui et qui, je pense, a besoin d'un apport fondamental de la promotion de la santé pour qu'on puisse vraiment perspectiver des sociétés durables dans notre avenir prochain. Donc, il y a un déficit énorme de la promotion de la santé en Europe, oui, et ceci est le résultat des décisions qui ont été prises au niveau des modèles qui ont accompagné le développement des politiques de santé. Et ces modèles, je vous ai donné deux exemples, ils sont ancrés par exemple dans la théorie microbienne ou ils sont entrés dans le système mécanique. Et donc, quand on s'engage dans ces voies particulières, c'est naturel de constater qu'on va épuiser les ressources et la santé comme un bien-être, elle continue à être un mirage puisque les ressources sont alloquées pour traiter la maladie et prendre soin de ceux qui sont malades. Alors, le grand défi pour moi, c'est aujourd'hui de passer de l'homo sapiens, l'homme sage. D'ailleurs, qu'est-ce que l'homme sage il est arrivé? Il a compromis la durabilité de l'existence dans la planète Terre, l'homme sage, l'homo sapiens, passer de l'homo sapiens pour l'homo salus, l'homme de la santé. Qu'est-ce qui est différent entre les deux? L'homme de la santé, l'homme salus, c'est un homme, et la femme évidemment, qui regarde la question de la santé comme prioritaire. Non pas parce qu'il n'y a pas de santé, et donc non pas à cause de la maladie, mais comme la création, comme le développement, le garantie de qu'on met les initiatives et les ressources au niveau de la création de la santé. Et le plus de monde est en santé, le moins de monde on trouvera dans le basket, si vous voulez, de la maladie. Et l'exemple de la pandémie nous montre ça très bien. Si on avait investi plus en promotion de la santé, probablement l'histoire serait complètement différente au niveau de nos foyers, des personnes âgées, au niveau des écoles, au niveau de la société, au niveau des confinements. Mais on a regardé seulement la perspective de la maladie et on a mis tous nos efforts dans la perspective de la maladie. Donc, on ne s'est pas préoccupé tellement avec la promotion des gens de façon à ce qu'ils soient bien dans sa santé. Et s'ils sont bien, ils vont mieux résister à cette férocité de ce virus.
L'histoire, elle est écrite dans certains pays. Par exemple, en Sardine, en Italie, vous avez là un état de cas, un cas que vous pouvez, une étude de cas très intéressante pour regarder justement vers les différentes approches quand on regarde la promotion de santé comme la fondation pour les politiques de santé. Merci bien. Cher professeur Sabouga-Nounès, merci beaucoup pour les réponses à cette troisième question. Alors là encore, les questions sont assez nombreuses. Je tente de vous proposer en tout cas un peu une synthèse des questionnements et puis je vous adresse donc une nouvelle question au regard des questionnements des participants. Il est beaucoup question, bien évidemment, en lien avec l'épidémie actuelle et puis les défis futurs. Alors, parmi les défis, en tout cas, qui sont à relever du point de vue de nos participants, il y a la question de l'emploi. Est-ce que, selon vous, la question du coût de l'emploi est également un défi à inscrire dans les politiques à venir? Il y a également la question de la formation des professionnels, la question de la formation à la promotion de la santé du coup des professionnels. Donc la formation qui est également mise en exergue par les participants comme étant un défi. Et troisième point également, si j'essaye une synthèse dans les défis en tout cas qui ressortent et dans le point de vue en tout cas des participants, l'autre défi concerne également cet équilibre. Alors vous avez parlé tout à l'heure justement de cette approche, mais l'équilibre, comment tenir un équilibre du coup dans les politiques entre sphère privée, sphère collective, entre espace privé, espace public, et ça c'est aussi le contexte actuel qui fait résonner particulièrement ces questions. Donc, votre point de vue sur les défis mis en avant par les différents participants du coup à ce webinaire, s'il vous plaît. Voilà, ce sont je dirais, des pierres pour construire un immense édifice, un immense immeuble. Simplement, si on tenait compte de ces trois domaines, j'essaierai d'être synthétique. D'abord, on doit changer complètement l'encadrement de la construction de la société. On marche vers une société où les emplois seront des choses très rares. Et les conceptions qu'on a actuellement de croissance économique, elles sont incompatibles, complètement incompatibles avec ce qu'on a aujourd'hui. Et l'idée de croissance économique qui est à la base des politiques, par exemple, européennes, et elles sont créatrices, je ne sais pas si je peux dire comme ça, et elles sont à l'origine de beaucoup de maladies. Elles sont à l'origine de beaucoup de jours que les gens n'ont pas travaillé. Elles sont à l'origine des dysfonctionnements sociaux. Et donc, la perspective de mesurer le succès d'une société par sa croissance économique, elle touche sa fin. Il y a des pays qui ont déjà commencé une autre perspective, par exemple, mesurer le succès de la société au niveau du bonheur. Il y a des pays qui ont, avec succès, commencé à penser à comment retenir ces citoyens au niveau du bien-être avec d'autres arguments qui ne sont pas l'enrichissement constant et permanent. Donc, c'est un changement profond. Et donc, je touche là à l'autre question, la question de la formation. Oui, on a un défi de formation en promotion de santé, absolument. Regardez voir qu'est-ce qui se passe dans nos universités, dans nos centres de formation pour les professionnels de santé. La promotion de la santé, elle est vraiment très, très limite. On est très concerné avec la maladie, on est très concerné comment faire face à l'origine de la maladie, et ceci prend les ressources. Regardez, par exemple, comment les ressources financières de l'Europe ont été maintenant mises à la disponibilité de toutes ces études pour avoir le vaccin. C'est très important, évidemment. On va maintenant pouvoir respirer. Mais comment la formation, quelle formation a-t-on donné aux professionnels de santé, par exemple, pour capaciter les citoyens de façon à ce qu'ils puissent faire face à cette pandémie et à d'autres situations aussi graves qu'on aura dans le futur prochain. Donc, on doit réécrire le plan de développement social et ceci fait avec une urgence, je dirais, provoquée par un cataclysme qui nous oblige à arrêter et à penser où veut-on aller.
Et la première grande question qu'on doit se poser est qu'est-ce que c'est la santé pour nous? La redéfinition de la santé, c'est-à-dire le concept de santé, et qu'est-ce qu'on veut achever avec l'idée, le concept de santé pour une société durable est aujourd'hui central dans nos discussions. Et donc, les trois thèmes que les questions ont touché, ils ont tous connecté d'une façon ou de l'autre vers ce questionnement fondamental. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos sociétés dans le futur prochain? Et on a besoin de commencer à déconstruire la façon dont on regarde la santé de nos jours et la maladie. Merci, professeur Saboga-Nunez. Bon, c'est avec grand regret que l'on va conclure ce webinaire. Le temps imparti, du coup, est désormais révolu. Donc, on tenait tout d'abord, bien évidemment, à vous remercier, professeur Saboga-Nunez, pour avoir accepté cette invitation et nous avoir accordé, du coup, ce temps d'échange avec vous sur une question combien cruciale autour de la question des politiques en matière de santé publique. Donc, merci pour votre clarté, merci pour la qualité des apports. On peut inviter l'ensemble des participants, s'ils souhaitent poursuivre cette réflexion et prendre part, du coup, à ce défi et à ce beau message que vous nous avez envoyé. On peut les inviter également à s'inscrire, si ce n'est pas encore le cas, du coup, sur le site de UFA, dans la section européenne de promotion de la santé. On vous invite à vous y rendre. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis et merci pour la qualité de vos questionnements. Merci à l'ensemble également des membres de la chaire pour leur soutien dans l'organisation de ce webinaire. Et on voudrait en particulier remercier infiniment Madame Janier et Madame Ivasenko pour avoir contribué activement à l'organisation de ce webinaire.